Bienvenue mesdames et messieurs, mon nom est François Payotte et je vous invite cette semaine à une réflexion sur la pensée en compagnie de mon invité, M. Normand Pinard. Normand, bonjour. Bonjour. Normand, le philosophe Descartes disait « je pense donc je suis ». Autrement dit, ce qui fait la particularité de l'homme, c'est qu'il est un être pensant. Mais on pourrait s'interroger à savoir si la source de la pensée est véritablement dans l'homme. On nous donne comme preuve qu'il nous est impossible d'arrêter de penser pendant une demi-heure. Donc on pourrait remettre en doute cette affirmation même de Descartes. Est-ce que l'homme est à l'origine de sa propre pensée? Une chose est certaine, si l'homme n'est pas à l'origine de sa propre pensée, la pensée pense en lui. Car c'est seulement l'homme qui peut arriver à s'interroger sur lui-même, s'interroger sur la propre matière qu'il a mis au monde. Et aussi de prendre conscience par l'intermédiaire de la réflexion de la pensée. Mais à savoir, est-ce que la pensée vient de l'homme? C'est une très grande question. Pourquoi nous faisons des découvertes? Qu'est-ce qui inspire à un moment donné un individu qui est un savant, qui travaille dans un laboratoire à trouver le déclic? Est-ce une chose pensée? Est-ce une chose inspirée? Alors, il faudra arriver véritablement, d'ici les prochaines décennies, à faire cette différence qu'il y a entre le mécanisme de la réflexion et le mécanisme de la pensée créatrice, le mécanisme de ce que j'appelle, moi, les individus qui ont, par exemple, le volume ouvert jusqu'au bout à l'intérieur de leur tête et qui pensent continuellement et qui sont, en général, des résultats de la mémoire. On pourrait dire que la pensée est surtout une émotion. La pensée, souvent, vient de la mémoire, hein, souvent du conditionnement. C'est-à-dire que les pensées sont astralisées. Presque toutes les pensées sont astralisées. C'est-à-dire qu'elles sont toujours sur l'emprise d'un état émotif. Lorsqu'un individu, par exemple, se lève le jour en pensant sans arrêt, il va manger sa soupe, va penser sans arrêt, va se coucher le soir, va penser encore. Il y a même des individus qui sont obligés de prendre des médicaments pour calmer un peu ce radio intérieur. Et il s'agit là d'une pensée qu'on pourrait qualifier émotive. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs sortes de pensées dans l'homme. Il y a l'inspiration qui est tout à fait différente. L'inspiration, c'est quelque chose d'instantané qui passe dans l'homme et qui va l'animer, lui faire découvrir des choses et amener la créativité. C'est-à-dire que là, il va y avoir une pensée, mais il va y avoir une action également à la suite de cette pensée. Donc on distingue déjà dès le départ, vous faites une différence entre une pensée mécanique qui nous habite habituellement, un petit peu à la façon que les abeilles habitent une ruche, ça bourdonne constamment, oui. Et une pensée créative qui serait, dont la source serait de l'inspiration. Mais tout ceci ne nous donne pas l'origine même de la pensée. Est-ce que c'est une énergie qui est traduite dans notre cerveau? Définitivement. Définitivement. On pourrait dire que nous captons. De mentionner, par exemple, que l'énergie de la pensée, c'est simplement du secouage de neurones qui se trouvent à l'intérieur du cerveau en général, c'est pas tellement suffisant. Il y a des gens qui prétendent que toutes ces neurones, etc. Pourquoi il y a des individus, finalement, qui vont avoir des idées qui sont géniales, d'autres, finalement, ça semble sortir plus difficilement de leur créativité. Et souvent, ça sort plus difficilement parce qu'il y a blocage au niveau de l'émotion. Alors, quand un individu a réglé la mémoire, donc l'astralité qui peut empêcher l'énergie de bloquer l'homme, car la pensée est énergie. C'est la manifestation de cette énergie qui descend dans l'homme et qui va le faire penser de telle manière ou telle manière. Il peut y avoir des blocages, par exemple, qui peuvent être émotifs, qu'on appelle l'astral, et qui va le faire penser de d'autres manières, c'est-à-dire qui va le faire penser en marge de ce qu'il est réellement. Il va s'éloigner de son authenticité. On parle souvent d'un individu qui ne s'écoute pas. Et je dis toujours que pour atteindre des plus hauts niveaux de la conscience, il faut toujours s'orienter vers le fait de s'écouter. On écoute quoi? On écoute cette pensée à l'intérieur de nous. On s'écoute pour pouvoir arriver à une plus grande créativité. Mais il y a toujours le blocage des émotions de la mémoire qui nous font penser différemment, alors que nous pensons que nous pensons, et nous pensons souvent vraiment posséder une certitude, alors que nécessairement on peut faire une erreur monumentale. Et alors, qu'est-ce qui pense en nous? C'est la mémoire versus cette intelligence qui est non polluée, qui est non astralisée, qui n'est plus sous l'emprise de l'émotion. Et à ce moment-là, on peut dire que nous accédons à une pensée qui est pure. Et là apparaît quelque chose de très important, parce que si vous regardez les anciennes civilisations avec leurs traditions, qu'est-ce qui se produit dans une tradition? Dans une tradition, il y a une manière de penser qui était bonne autrefois.
Et les gens ont gardé la mémoire, justement, de cette manière de penser, qui fait que dans la société d'aujourd'hui, c'est plus utile. Nous sommes rendus dans des édifices, nous sommes rendus dans une société technique d'ordinateurs, enfin, c'est absolument extraordinaire. Et les gens pensent comme encore il y a 2000 ans. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette mémoire en nous qui fait que la pensée devient polluée. On peut dire que la pensée est le courant énergétique qui se manifeste dans l'homme. Mais il peut y avoir des blocages, comme par exemple, surtout la mémoire. Bien, alors si l'homme pense qu'il pense, donc s'il n'est pas la source ou la manufacture de ses pensées, est-ce que ça ne crée pas un problème de conscience ou de morale dans le sens que est-ce que je suis responsable de mes bonnes ou de mes mauvaises pensées? C'est sûr qu'un individu, par exemple, moi je pense que la pensée qui est astralisée, la pensée qui contient sa mémoire, il y a définitivement des problèmes parce qu'il y a des individus qui peuvent se mettre à penser des choses tout croche, comme par exemple commettre un meurtre, des trucs de ce genre-là. C'est souvent sous une impulsion qui n'est pas contrôlable. C'est souvent sous une impulsion qui n'est pas contrôlable parce qu'une impulsion qui n'est pas contrôlable est totalement astrale. C'est-à-dire que ça fait partie des conflits intérieurs psychologiques d'une personne qui va le faire penser de telle manière pour le faire agir de telle manière parce que l'action suit toujours la pensée, finalement, tôt ou tard. Donc on peut être manipulé par nos propres pensées. Toujours. On est manipulé par l'énergie, on est manipulé par nos pensées, on est manipulé par la manière de nos pensées, que nous pensons. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant ici de s'arrêter quand nous accédons à un plus haut niveau de la conscience. La première chose qui arrive chez un être humain, c'est que sa pensée change. Sa vision des choses change à ce moment-là. Et il ne pense plus de la même manière. Il pense d'une manière qui est moins polluée, avec moins de distorsion, si on veut. Et comment est-ce qu'on arrive de la pensée mécanique à la pensée créative? Par quel cheminement? Oui, ben, c'est ça que j'appelle la dépollution. C'est sûr qu'un individu qui est mécanique, pense mécanique et agit d'une manière mécanique jusqu'au moment où ça ne va pas correspondre à ce qui pourrait le rendre heureux. Il aurait donc intérêt à regarder ses pensées. C'est-à-dire que s'il n'a pas intérêt à regarder ses pensées, il va définitivement arriver dans la vie des circonstances qui vont l'obliger à le regarder vraiment sa pensée, à se voir un peu comme à l'extérieur, se voir aller. Et voir qu'est-ce qu'il peut changer dans sa manière de penser et pourquoi qu'il pense comme ça. Quand un individu, par exemple, va voir un thérapeute, la première chose qu'il va savoir, c'est pourquoi il pense de telle manière plutôt que d'une autre manière. Pourquoi a-t-il tel comportement plutôt qu'un autre comportement? À vrai dire, c'est toujours le comportement suit toujours ce qui est pensé dans l'homme. Parce que ce qui est pensé, c'est ce qui est. Et ce qui est interprété souvent au niveau d'une émotivité. Ce qui est peut être aussi astralité au niveau de l'émotion. Mais quand l'individu entre totalement dans le siège intérieur de sa propre divinité, c'est un mot que j'aime beaucoup, parce que je suis convaincu que l'homme porte sa divinité en lui, à ce moment-là, il n'est plus assujetti à des lois de mémoire, il n'est plus assujetti à une manière de penser, à une forme de pensée qui appartient à une collectivité, mais qui est purement lui-même. Alors à ce moment-là, la pensée devient, si on veut, la manifestation de l'énergie dans l'homme qui va faire en sorte qu'il va commettre des actions, mais qui vont être extrêmement créatrices à l'intérieur de la société, pour lui et pour les autres également. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la pensée mécanique et la pensée créative et la parole, mais la parole créative? Est-ce que ça peut exister? Oui, oui, la parole mécanique, ça c'est jaser. C'est l'individu qui n'est pas dans sa centricité et qui va parler à peu près de tout et de rien, mais vraiment sans un contenu vibratoire au niveau énergétique qui peut faire élever le niveau non seulement de sa propre conscience, mais de la conscience également, parce que le verbe se fait chair. Mais il faut que l'homme pense avant que le verbe se fait chair. C'est-à-dire que la pensée, c'est quelque chose qui est une fraction de seconde. Je l'attribue à un courant cyclique énergétique qui vient dans l'homme, à la vitesse de la lumière. Une pensée, au niveau cellulaire, au niveau électrique du cerveau, tout s'effectue à la vitesse de la lumière. C'est de l'électricité. Nous sommes électriques. Alors, à ce moment-là, la pensée, on peut dire que c'est un courant énergétique électrique. Nous sommes des radios. Mais est-ce qu'on peut parler de façon créative sans faire référence à la pensée ou à la mémoire? Est-ce qu'on peut se couper du courant ou du bassin de la mémoire et parler de façon spontanée, créative, plus inspirée par l'esprit que par l'âme peut-être, ou les émotions ou la mémoire? Oui. Tous les individus qui auront un certain cheminement ne pourront plus arriver à penser avec autant d'aisance comme autrefois. Parce que pour les émotions, il est très sécurisant de toujours faire référence à des volumes pour structurer sa pensée.
et de sécuriser sa pensée, de la rendre conforme à quelque chose, la faire entrer dans une forme, si on veut, cette pensée-là, pour que ce soit perçu chez les individus qui sont à peu près sur la même longueur d'onde de cette forme-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la vérité là-dedans. Il peut y avoir un certain pourcentage de la vérité, n'est-ce pas? Mais je pense que le véritable individu, c'est celui qui laisse entrer en lui spontanément et qui va parler sans même penser. Et tout se passe à la vitesse de la lumière. Il y a eu pensée avant dans la manifestation de la parole, mais il n'y a pas de temps ici que l'émotion puisse faire son œuvre ou que l'ego puisse vouloir dire telle chose ou telle chose, parce que l'être est totalement inspiré. Un individu qui va, comme, par exemple, on ne peut pas penser faire une toile. On ne peut pas penser l'inspiration. C'est quelque chose qui est en nous. Alors, si quelqu'un dessine une toile qu'il va créer, ça arrive toujours comme un éclair. Et c'est toujours représenté comme une lumière. On dit toujours « Eureka, je l'ai, ça y est, j'ai trouvé un truc absolument extraordinaire. » Qu'est-ce que ça veut dire que je n'y avais pas pensé avant? Alors, c'est parce qu'avant, ça ne pouvait pas être dans la mémoire. Ça s'est produit dans l'instantanéité du moment présent. Il y a eu cette pulsion de créativité. Et non polluée par déjà une mémoire. Alors, ça n'a pas passé ici par une forme, mais par la totalité de l'être-té d'un individu. Puisé dans une substance qui n'est pas planétaire, mais qui est cosmique. Comment se fait-il que la pensée soit toujours polarisée en pensée positive et pensée négative? Est-ce qu'il existe une troisième option? Oui, il existe une troisième option, mais avant de répondre à la troisième option, oui, il existe une pensée polarisée parce que l'émotion de l'homme, elle est polarisée. Parce que nous avons toujours pensé en termes de polarité, blanc, noir, etc. Surtout au niveau du phénomène religieux, ce qui s'est toujours produit, c'est que nous avons toujours pensé en fonction de ce qui est bien, en fonction de ce qui est mal. Mais il faut aussi dire que dans l'univers, tout est toujours organisé dans le but de faire jaillir la conscience. Parce que si vous regardez l'univers et que vous voyez ce qui est noir, vous verrez la lumière aussi. Si vous voyez la lumière, vous découvrirez avec la lumière aussi ce qui peut être noir. Alors tout sert. Quand on se défait de la forme et que nous entrons uniquement au niveau de l'énergie, de l'intelligence, parce que dans l'énergie et l'intelligence, il n'y a aucune émotion. L'émotion appartient seulement à la mémoire animale de l'homme, qui lui a été utile autrefois. Alors, la pensée de l'homme changera automatiquement et nous accéderons ici à la troisième manière de penser, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le temps de penser. Ça va être d'une inspiration, d'une créativité pure. La pensée va tomber parce qu'elle ne sera pas vraiment justifiée. On sera en contact avec définitivement une inspiration spontanée. Donc créativité pure. Si on enlève l'astralité ou l'émotion de la pensée polarisée, on n'est plus ni optimiste ni pessimiste. À ce moment-là, cette troisième voie-là serait réaliste. C'est être. On est dans le réel, dans la réalité. Nous sommes dans la réalité parce que nous cessons de voir les choses à moitié ou aux trois quarts et nous les voyons dans la totalité. Nous ne sommes plus aux prises avec une boîtier de pommes, mais nous voyons l'ensemble de cette réalité-là parce qu'elle n'est pas colorée par l'ego, parce qu'elle n'est pas colorée par l'émotion de l'homme, parce qu'elle n'est pas colorée par l'interprétation de l'homme. C'est difficile à concevoir, ça, une pensée qui ne soit pas justement sujette à interprétation ou coloration face aux expériences, à la mémoire, etc. de la personne. C'est très difficile, mais les êtres devront le faire un jour. Et de toute manière, même si c'est difficile, c'est simplement que pour une personne qui est consciente, c'est de le savoir, que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile. C'est bien évident que dans le domaine des communications, par exemple, si vous dites blanc, il y a des gens qui vont arriver même à voir noir. C'est aussi simple que ça. Alors, toute forme de communication est assujettie à de l'interprétation parce qu'elle est colorée par l'ego, parce qu'elle est colorée toujours par l'émotivité de l'homme, et dans la pensée créatrice de l'homme, dans le verbe qui se fait chair, dans la grande magie de l'être-té de l'individu. Il n'y a aucune forme de pensée. Il y a l'être, c'est tout. Il y a la créativité de tous les instants parce que l'univers est quelque chose qui se refait à toutes les secondes. Et l'univers qui passe dans l'homme se refait également à toutes les secondes. Sauf qu'il y a la mémoire. Et cette mémoire intervient ici pour nous faire penser d'une manière différente qui vient bloquer cette énergie. À partir de ce moment-là, on passe définitivement à côté de ce que l'on est, à côté de l'interprétation. Si un individu prend un volume et qui lit ce volume, il y a des individus qui vont l'interpréter de manière différente.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir une coloration. Pourtant, la pensée est la même, mais la pensée n'est jamais totalement objective parce qu'il n'y a rien de plus astralisé qu'une pensée. Il n'y a rien de plus émotif qu'une pensée. Il n'y a rien de plus anti-créateur qu'une pensée. Sauf la créativité totale, sauf la désastralisation de toute cette forme qui est dans l'homme, de sa mémoire, qui permet l'œuvre de se manifester dans l'homme, l'énergie de descendre dans l'homme, sans passer par une seconde sa pensée et être interprétée au niveau de son astralité. On vous dit donc, en quelque sorte, qu'une personne qui parviendrait à dépolariser ou à dépolluer sa pensée, à enlever les émotions même de la pensée, irait chercher un surcroît de créativité, en quelque sorte. Oui, définitivement. Mais est-ce que les artistes n'ont pas leur source d'inspiration justement dans une pensée très polarisée, soit dans la souffrance ou l'exaltation? Est-ce que ce n'est pas justement très créateur chez eux? Ça peut être créateur, mais ce n'est pas le verbe qui se fait chair. C'est-à-dire que l'astralité des gens qui vont créer sous forme d'inspiration, je parle des créateurs, des peintres par exemple, oui, ça va toujours faire vibrer le corps émotif de l'homme, mais ça ne va pas nécessairement augmenter le niveau d'intelligence d'une civilisation. Si on prend par exemple Picasso avec le cubisme, ça a été intéressant d'avoir cette vision de défaire la forme. Ce qu'a été l'intuition de Picasso avant son temps, c'était ici de se révolter contre la forme en détruisant la forme, en changeant la forme. Il y avait dans les peintures de Picasso, c'était très révoltant pour les gens de l'époque parce qu'on était toujours habitué à un style très acceptable, conventionnel. Et quand Picasso est arrivé, ce qu'il fait, c'est qu'il a défait la forme de la peinture elle-même. Mais les gens ont vibré d'une manière différente, mais ça n'a pas nécessairement fait en sorte que les gens vont atteindre un plus haut niveau de conscience. On ne peut pas atteindre un plus haut niveau de conscience par une émotion. Et ce que les artistes font, ils vont créer, oui, avec une inspiration d'une pensée qui est astralisée, mais ça ne reste qu'astral. Et ça reste là et ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que ça fait vibrer, mais ça ne fait pas nécessairement au niveau de cette forme de créativité-là, de cette forme de créativité. Nécessairement hausser le niveau de conscience des individus dans une société. Ça fait vibrer simplement la corde sensible des autres. C'est pour ça, par exemple, s'il y a des gens qui vont composer de la musique, ça fait toujours vibrer le corps émotif de l'homme. Mais dans l'émotion, il n'y a pas d'intelligence. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent sembler dire c'est un peu révoltant ça quand ça, dans l'émotion, il n'y a pas d'intelligence, parce qu'on trouve souvent dans la créativité des choses qui sont formidables, oui, mais toujours au niveau des émotions. C'est-à-dire que les émotions ici sont en relation avec les émotions. Mais les émotions sont très rarement en relation avec ce que les Américains appellent un raw intelligence, une intelligence qui est froide et une intelligence qui est électrique et qui n'a rien à voir avec les émotions de l'être humain et qui nous font comprendre à ce moment-là ce qu'est l'univers. Et nous comprenons à ce moment-là que quand nous avons un langage, une inspiration qui est électrique, qui est purement énergétique, que la première chose qui tombera dans n'importe quel individu qui sera initié, ça va être le monde des émotions. Il y aura une modification du monde des émotions. Ce n'est pas un individu, par exemple, qui va se promener sur la rue et qui va être influencé par tout ce qui va dans les vitrines. C'est un individu qui va devenir de plus en plus désensibilisé, comme détaché, tout en comprenant très bien et en voyant très bien les choses qui se passent autour de lui, mais n'embarquant plus dans l'émotivité ou le jeu de ce qui ne lui appartient plus. Donc, n'en souffrant pas? Pas du tout. Il y aura quand même une certaine souffrance vibratoire parce qu'il y a un détachement. Il y a un détachement de ce qui est utile pour toute une soi-disant société illusoire. Il y a une forme de souffrance, mais cette souffrance-là, elle est vibratoire. C'est une souffrance, mais c'est une souffrance qui va servir. C'est une souffrance qui sert à devenir plus intelligent. Et à un moment donné, cette souffrance-là s'effondre totalement. Et là, l'être accède totalement à son intelligence. Mais parlons-en de l'intelligence. Si je suis votre raisonnement, s'il existe donc une pensée mécanique, une pensée créative, une parole mécanique, une parole créative, oui, est-ce qu'il existe aussi une intelligence, on va dire, artificielle et une intelligence réelle? Et cette intelligence réelle et artificielle, quelle différence faites-vous? L'intelligence qui est artificielle, c'est une intelligence qui est que de la mémoire, alors que l'intelligence spontanée est créatrice. Je vais donner par exemple un exemple concret. Bon, l'intellect, vous le placez où? Ce qu'on appelle l'intellect dans sa définition, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle dans le sens d'une accumulation de connaissances? Oui, c'est de la mémoire. L'intellect est de la mémoire, c'est l'emmagasinement, c'est quand les neurones essaient de se poser des questions entre elles pour essayer d'expliquer ce qu'est l'univers. Ils passent par l'intellect. Ils l'emmagasinent à ce moment-là sous forme de connaissances qu'on appelle mémoire. Et
ça fait en sorte que ça fait des civilisations, oui, mais ça fait aussi des civilisations qui restent là. Si on regarde les anciens pays, ce sont des gens qui ont pensé pendant des milliers d'années. Et pourtant, les pensées toutes neuves là, qui sont jaillies d'Amérique en ce moment dirigent le monde. L'Amérique dirige le monde. Et ça a à peine 500 ans d'histoire. Et si vous regardez la majorité des anciens pays, tout est en effondrement. Pourtant, ces gens-là ont eu le temps de penser. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu attachement à la forme de pensée, il y a eu attachement à la tradition, il y a eu attachement à la connaissance, et ça s'est effondré. Et nous regardons souvent les jeunes qui ont environ aujourd'hui 16, 17, 18 ans, et moi, ça me fait beaucoup rire, parce que ce sont des gens qui utilisent une forme pour défaire la forme. Ils envoient au diable à peu près tout, n'est-ce pas? Tout ce qui est établi. Chaque génération, je pense, l'a fait. Oui, mais cela fait un sérieux ménage, hein? Cheveux colorés, etc. Alors, ce sont... ici, on défait de la forme, voyez-vous. On enlève de la mémoire. On dit, oh, ça ne sert pas, moi, je ne le vis pas comme ça, donc ça ne m'est pas utile, etc. Et probablement que de cette génération va naître quelque chose de très intéressant. Donc, c'est un phénomène nécessaire, c'est un peu une révolte, un anticonformisme. C'est un anti-fort. Oui. Conformiste. Et à ce moment-là, définitivement, il va jaillir quelque chose de plus intéressant. Je dirais que l'endroit où l'initiation du déconditionnement de la pensée, de la forme de la pensée le plus difficile à vivre pour rejoindre les gens, très directement, c'est dans le couple. C'est quand vous avez, par exemple, un homme qui a justement une pensée mécanique parce que lui est obligé d'avoir une pensée mécanique à cause de son travail. Un homme, par exemple, qui est en sciences pures, a une émotion. Il ne pourrait pas, du jour au lendemain, changer sa méthode de pensée, de rentrer dans son laboratoire et faire des tests chimiques uniquement avec l'inspiration, parce qu'il va avoir des comptes à rendre avec ses collègues. Alors, c'est pour ça qu'il doit y avoir absolument un esprit. Il y a une méthode de pensée pour un individu qui travaille dans le domaine de l'électronique. Il y a une méthode de pensée pour quelqu'un qui travaille dans la mécanique. Et ce sont des méthodes utiles. Mais un être ne pourrait pas, dans un contexte comme celui-là, par exemple, je ne pourrais pas dire à cette tête-là, ben, écoute, tu penses d'une manière qui est mécanique. C'est utile pour cette tête-là de penser de manière mécanique. Alors, mais sa femme, par exemple, on va dire qu'elle est dans un domaine différent et où elle pense d'une manière différente, elle est très inspirée, etc. Elle fait une démarche au niveau de la conscientisation de son être et elle avance à la vitesse du son. Et il y a à ce moment-là définitivement une dichotomie au niveau de la relation dans le couple et le couple éclate. Et je rencontre très souvent ces gens-là. Bon, ben, je ne peux pas parler tellement de la démarche au niveau de la conscientisation que moi je fais par rapport à mon mari, parce que il ne comprend pas du tout ma manière de penser. Hein. Alors, aussitôt qu'il y aura les manières de penser qui seront défaites d'ici les 30 ou 40 prochaines années, ces formes de pensée, il y aura le tout qui deviendra un. Et quand je dis que tout deviendra un, c'est qu'il y aura simplement plus de pensée, il y aura que l'inspiration spontanée qui se manifestera dans l'être. Il n'y aura presque plus de mémoire. Nous perdrons cette mémoire qui est absolument inutile. Il faudra créer, il faudra aller plus loin que loin peut être loin pour accéder à soi. Et le tout deviendra un. Mais avant, nous sommes aux prises avec des pièges, des formes de pensée, dont la pensée cartésienne, qui a eu, c'est sûr, une grande utilité dans son temps pour créer une société hautement technique, mais une société hautement technique, quand on regarde, avec toute l'expérience que nous avons aujourd'hui, elle ne rend pas l'homme nécessairement plus heureux, quoique tout était orienté au niveau de la pensée et au niveau de la créativité pour lui donner ça, et on passe à côté. Si rien ne se crée, rien ne se perd et que tout se transforme, que devient la pensée lorsque un individu décède? Où va-t-elle? Que devient-elle? Rien ne se perd, rien ne se crée, l'énergie reste, l'énergie demeure, elle peut aller soit dans la mémoire ou soit dans la lumière de l'instantanéité, de la plus grande créativité de l'homme. Mais normalement, la mort ressemble au rêve. Quand vous dormez la nuit, vous faites l'expérience de votre pensée mémorielle, de votre contenu akashique, de la mémoire. Dans la mort, ça devrait être la même chose. La mort est toujours la forme qu'on s'est imaginé que c'était pour être. Si vous croyez en Allah, etc., tout ce qui se passe, une autre forme de pensée, vous allez rencontrer des êtres astraux qui correspondent à cette forme de pensée-là. Vibratoirement, sur la même longueur d'onde. Sur la même longueur d'onde, parce que l'homme crée toujours de la forme. Toujours. La pensée agit. Non seulement l'action agit, mais la pensée agit. Et la pensée agit même déjà avant même d'agir, puisque c'est elle qui pousse l'action. Donc elle peut agir à notre insu.
Elle peut agir également à notre insu, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez des individus qui sont astralement déséquilibrés, qui vont poser des bombes, etc., qui vont penser tout croche, qui sont tout croche. Et vous avez des individus qui ont une très grande créativité, qui ont un très grand pouvoir créateur et qui peuvent faire des choses absolument formidables et qui sont bien inspirés. Mais la plus grande inspiration ou les découvertes scientifiques viennent toujours spontanément. Ce n'est jamais pensé ou réfléchi. On dit qu'on n'a rien découvert depuis les penseurs, les grands penseurs ou philosophes grecs. Quel est votre point de vue ou quel est le crédit que vous apportez à la philosophie aujourd'hui? On a fait des découvertes au niveau scientifique, mais l'être n'a pas beaucoup évolué. Il évoluera cependant énormément d'ici très peu de temps. Mais est-ce que la philosophie va progresser? Est-ce qu'il va y avoir des découvertes de fait, à votre avis? Sur un autre mode de pensée? Il n'y aura pas d'autre mode de pensée. Il va y avoir un autre être. Et ça, on appelle ça la mutation de la 6e race racine. Il y aura un autre être. Ça sera totalement différent. Ça fera certainement le sujet d'une bonne émission. Mutation. Je vous remercie beaucoup, Normand Pinard. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle que M. Normand Pinard donne des consultations privées et que pour le rejoindre, vous devez composer 254 59 19. Normand Pinard sera en conférence publique le samedi 4 avril à 20 h au 140 Crémazie Ouest. L'entrée est située sur la rue de Reims, 2 rues à l'ouest du boulevard Saint-Laurent, suite 1109. La conférence aura pour titre « La voie initiatique ». Pour nous faire parvenir vos commentaires, vos suggestions ou vos questions, écrivez-nous à Au-delà du Connu, CMCL TV 2830 Est, boulevard Saint-Elzéar, du Vernet-Laval, H7E 4P2. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.